Bonsoir à tous, bonsoir Thierry Chiche. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 5e édition du Live d'InnoLab organisé par Elsan. Je suis ravie de vous accueillir ce soir en présentiel, mais aussi à distance pour ceux qui nous suivent en live. Je suis Anka Pétré, docteur en pharmacie, entrepreneur dans le numérique et la santé, et je vais animer la soirée de ce soir. Ce soir, vous l'aurez compris, dans une série d'interventions qui vont être très rythmées mais passionnantes, on va s'intéresser au sujet de la data et de l'intelligence artificielle. On va donner la parole à toutes les parties prenantes. Vous allez voir, ça va être très riche. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais encore faut-il comprendre l'impact concret, surtout dans les établissements de santé. Ça va faire l'objet de nombreuses tables rondes, de nombreuses vidéos aussi que vous allez voir. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole pour le discours d'ouverture au professeur Antoine Thénière, qui est directeur général de Paris Santé Campus. Il est également professeur d'anesthésie-réanimation. Et comme vous pouvez le voir, il est aussi président de l'association des acteurs de la French Care. Il n'est pas avec nous ce soir, mais il vous a laissé un petit message. Je vous propose de regarder. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être présent parmi vous, comme je l'avais prévu pour cette 5e édition d'InnoLab, organisée par les équipes d'Elsan et du Healthcare Data Institute, que je salue. Je le regrette beaucoup et je tenais néanmoins à partager quelques mots avec vous, tant ces sujets, données, numériques, intelligence artificielle, sont importants aujourd'hui dans notre système de santé. Tout d'abord, évidemment, pour la French Care, la communauté que j'ai le plaisir d'animer avec Thierry Chiche, que je salue, le directeur général d'Elsan, et qui met au cœur de ses engagements les synergies, l'innovation et l'excellence dans le rassemblement de tous les acteurs de la santé. C'est l'équipe de France de la santé qui se rassemble dans cette communauté avec une dynamique et un engagement exceptionnel que je voudrais souligner ce soir. Évidemment, il suffit de regarder l'actualité des derniers jours pour comprendre à quel point le numérique transforme nos vies et bouleverse nos organisations. Dans la santé tout d'abord, avec la mise en place de la télésurveillance par l'assurance maladie, faisant de la France le premier pays à intégrer ce dispositif dans le remboursement par la sécurité sociale. Avec la mise en place des guichets d'évaluation rapide, le fameux PECAN, dont le décret d'application a été publié vendredi, et puis avec l'annonce hier des 6 lauréats qui vont se voir attribuer les financements pour les entrepôts de données de santé établis en consortium sur l'ensemble du territoire. Ce sont des avancées majeures qui complètent la mise en place de mon espace santé et les nombreux travaux scientifiques qui démontrent au quotidien l'impact et l'importance des données et des approches numériques dans la transformation de nos parcours de soins, avec une valeur ajoutée très forte pour les patients et pour demain les citoyens dans le cadre de l'évolution de notre système vers de la prévention. Il suffit également de regarder les actualités grand public et toutes les nouveautés autour de l'intelligence artificielle générative pour comprendre comment ces éléments vont venir transformer profondément nos activités et nos organisations. Même si les modèles aujourd'hui mis à disposition sont préliminaires, ils nous permettent de toucher du doigt le potentiel tout à fait impressionnant de ces éléments. Nous avions déjà des preuves dans l'analyse d'images, dans l'analyse de photographies, dans l'analyse de vidéos, et notamment l'impact sur la performance des diagnostics. Nous avons maintenant des approches autour de la génération de textes qui permettent d'imaginer de pouvoir traiter toutes les données textuelles qui sont présentes dans notre système de santé avec des potentiels tout à fait fascinants. C'est tous ces sujets que vous aborderez ce soir et qui vont être centraux dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochaines années avec un enjeu central, améliorer l'impact, le fonctionnement et le pronostic de nos patients. Et puis évidemment, ce seront des vecteurs de transformation de notre système qui est aujourd'hui centré sur le soin vers des initiatives de prévention. Avec la French Care et sa dimension écosystémique, chercheurs, étudiants, industriels, start-up, soignants, institutionnels,
Nous serons engagés à vos côtés pour porter, imaginer et intégrer ces transformations. Faire en sorte qu'elles amènent un bénéfice réel pour chacun d'entre nous. Faire en sorte qu'elles deviennent des éléments fondateurs du système de santé de demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous redis combien je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Thierry Chiche, vous êtes président exécutif d'Elsan. Vous avez également un mot à adresser à nos invités. Merci à Antoine et merci surtout à toutes et à tous pour votre présence si nombreuse ce soir et aussi à ceux qui sont en direct. Alors je ne vais pas être très long, mais simplement, pour ceux qui nous connaissent un peu, vous savez que chez Elsan, nous sommes 28 000 femmes et hommes d'action dans différents métiers, une centaine de métiers, plus d'une centaine de métiers qui sont mis en œuvre. Et avec comme principale action, c'est une évidence, c'est de soigner les 3 millions de Français qui nous font confiance et qui viennent dans nos établissements. Et ceux qui nous connaissent vraiment bien savent qu'en plus, on a un petit supplément d'âme chez Elsan. On a une manie qui est très très partagée dans les établissements, dans les différents métiers. C'est que non seulement on aime faire, on aime agir, mais en plus, on aime améliorer en permanence ce qu'on fait. C'est presque pathologique, hein, cette envie d'amélioration permanente. Et donc c'est pour ça que notre raison d'être, assez naturellement, elle s'est intitulée « Agir et innover pour la santé de tous au cœur des territoires ». Alors, pour agir, pour innover, pour agir efficacement si possible, pour innover de manière ciblée et pertinente, c'est mieux. En fait, il faut se baser sur des faits. Il faut fonder son action sur des faits. Et les faits, aujourd'hui, c'est de plus en plus des données. Et donc, cette culture d'entreprise, d'agir et d'innover en permanence, finalement, elle a permis d'introduire cette notion de données très vite dans l'entreprise, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, nos équipes sont familières, c'est un peu comme Maître Jourdain, sont familières de manipuler tous les jours des données pour leur travail au quotidien. Et donc ça, c'est quand même un atout remarquable. Et donc la question d'après, c'est comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour utiliser ces données pour aller encore plus loin pour mieux soigner les patients, encore plus loin pour mieux prendre en compte les réalités professionnelles de nos équipes, des soignants, de tous les professionnels du groupe. Et ça, c'est vraiment le thème de ce soir. Comment finalement on utilise toutes ces données disponibles pour aller plus loin, et notamment l'intelligence artificielle, mais finalement c'est un terme parfois un peu galvaudé, hein, c'est comment on se fonde sur les données pour aller plus loin dans ces 2 missions qui sont les nôtres. Et donc moi je suis ravi qu'on puisse se rassembler ce soir autour de ce thème et qu'on le fasse avec un 3e élément qui est assez culturel chez Elsan, pour ceux qui nous connaissent encore mieux, c'est qu'on a cette fâcheuse envie d'être toujours les meilleurs, mais pour être les meilleurs, de travailler avec les meilleurs. Et donc en fait, la coopération avec de très très bonnes entreprises dans leur domaine, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on a appris à faire chez Elsan. Alors les équipes de Dorothée rencontrent 2 à 3 entreprises chaque semaine, et on en sélectionne bien sûr quelques-unes. Mais finalement, vous allez voir que ces présentations, elles sont toutes issues de coopération avec d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs Elsan, parce que c'est aussi comme ça qu'on innove de manière rapide et efficace. Voilà, donc merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui sont présents pour partager ce thème-là, et puis une bonne session du Living Lab d'InnoLab, la 5e édition. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Thierry pour cette introduction. Ce soir, vous l'aurez compris, on va se pencher sur des exemples très concrets d'utilisation de l'IA et de la data au service des établissements de santé, mais pas que, puisqu'on va donner la parole à différentes parties prenantes. On va en parler, on va parler des patients, on va parler des soignants, on va parler des chercheurs, on va parler des salariés d'Elsan. Finalement, tout le monde sera représenté. Au cours de 4 tables rondes, vous allez découvrir les solutions concrètes et surtout leur impact. On va leur donner la parole, mais aussi on va vous donner la parole à vous, ici en présentiel et à distance, puisque vous pourrez poser toutes vos questions dans le module de chat.
Alors sans plus tarder, on va passer à la première table ronde intitulée IA et Data au service des patients, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas commencer cette conférence autrement que par les patients qui sont au cœur de toutes les actions qui sont réalisées chez Elsan. D'ailleurs, les établissements du groupe sont régulièrement classés parmi les meilleurs en France, et cela est dû, entre autres, à l'attention qui est portée à l'expérience patient. C'est de ça que nous allons parler, comment la mesurer et qu'est-ce que c'est réellement. Pour cela, j'invite à me rejoindre les intervenants de cette première table ronde, Daniel Ritter, CEO de Better World, Oriane Elmerich, responsable qualité et gestion des risques à l'hôpital clinique Claude Bernard Elsan, et enfin Florian Kilac, adjoint de la direction de la qualité d'Elsan. Prenez place, je vous en prie. Sous vos applaudissements. Bienvenue dans cette table ronde. On va commencer directement par un petit peu de définition. Je vais commencer par vous, Florian. Qu'est-ce que l'expérience patient et comment est-ce que vous travaillez cet aspect chez Elsan? C'est bon. Alors, je suis pas sûr. C'est bon, c'est bon. Bon, merci d'être là. Alors, l'expérience patient, d'abord, qu'est-ce que c'est? Une définition très simple. L'expérience patient, ça va être l'ensemble des interactions que le patient va avoir durant son parcours. Ça va être l'ensemble des interactions que le patient va avoir durant son parcours avec l'établissement. Ces interactions, c'est quoi? C'est les coups de téléphone, c'est les discussions avec les professionnels, ça va être tous les documents qu'on lui remet, c'est ses moments d'attente, c'est les moments de circulation qu'il a dans l'établissement. Bref, il y a tout un tas d'interactions, et ces interactions, elles vont façonner la perception qu'il a de son parcours. Tout ça, ça va constituer donc son expérience. Cette perception, on considère qu'elle est composée de 3 grandes caractéristiques. Il y a tout ce qu'on appelle le résultat des soins, c'est ce pourquoi il est venu, c'est le premier élément de sa perception. Le deuxième élément, ça va être le vécu. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé durant mon parcours? Par exemple, est-ce qu'on m'a donné des documents? Est-ce qu'on m'a donné... Pardon, je ne suis pas habitué. Est-ce qu'on m'a donné des médicaments? Est-ce que j'ai pris un repas? Bref, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Et enfin, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le ressenti, plus particulièrement la satisfaction. En gros, c'est est-ce que mes attentes ont été comblées par rapport à mes besoins. Voilà, ça c'est une définition, on va dire, très générique de l'expérience patient. En parallèle, depuis 2016, depuis 2017 même, il existe en France ce qu'on appelle l'Institut français de l'expérience patient. Celui-ci a mis en place un baromètre national de l'expérience patient. Au sein de celui-ci, il y a des questions qui sont posées aux professionnels et les mêmes questions sont posées aux patients. Chaque année, on se rend compte que les 3/4 des professionnels vont dire lors de nos prises en charge, on prend en compte le vécu et le ressenti de nos patients dans nos prises en charge, alors qu'à l'opposé, seulement 50% des patients vont dire on a bien pris en compte mon vécu et mon ressenti durant ma prise en charge. Il y a donc ce qu'on appelle un écart de perception. Fort de ce constat, le groupe a décidé de mettre en place une stratégie d'expérience patient pour justement diminuer cet écart de perception. Et cette stratégie, en fait, elle va se fonder sur 2 approches principales. La première, c'est d'acculturer les établissements à l'expérience patient. Pourquoi c'est important? Comment ça se recueille? Comment, en quelque sorte, on la prend en compte dans nos pratiques au quotidien? Et le deuxième élément, c'est tout simplement de fournir des outils d'amélioration en tant que tels de l'expérience patient. Ça peut être des outils digitaux, ça peut être des documents, ça peut être tout un tas de choses destinées à améliorer l'expérience patient en tant que telle. Une fois que cette stratégie a donc été élaborée et a commencé à être mise en place, il fallait l'objectiver. Pas facile à objectiver l'expérience patient, mais en France, on a ce qu'on appelle une enquête qui s'appelle ISATIS. C'est une enquête nationale auquel participe la majorité, la très très grande majorité des établissements MCO et CSR. Dans cette enquête, vous avez 50 à 60 questions qui sont posées donc, aux patients afin d'évaluer son séjour. Pour vous donner un petit ordre d'idée, à l'échelle d'Elsan, chaque année, on a à peu près 150 000 patients qui répondent à cette enquête. C'est donc assez conséquent. Depuis 2018, on fait un suivi des scores ISATIS. Donc on a 150 000 patients qui répondent. On peut suivre les scores au global, les scores par question. Les établissements peuvent se comparer entre eux. Mais dans le même temps, on a 150 000 commentaires qu'on ne sait pas comment utiliser. On les lit,
On les lit au fur et à mesure, c'est très bien, ça permet de détecter des anomalies, des non-conformités, on va dire de s'améliorer sur le moment. Mais on a un problème, on a du mal à utiliser cette ressource qualité que laissent les patients à travers leurs commentaires. Et c'est là où justement, on a besoin d'un partenaire pour nous aider donc à prendre en compte ces commentaires de manière un peu plus professionnelle. Parce qu'en gros, notre besoin, c'est de quantifier la qualité. Et ça, c'est très compliqué à la main. Et c'est là où donc Betterworld intervient. Vous pouvez presque faire l'animation parce que vous avez fait une transition extraordinaire. Puisque je vais passer à vous, Daniel. Donc, votre solution Betterworld, on l'a compris, permet d'analyser des verbatims en s'appuyant sur le traitement automatique du langage. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et comment ça a été utilisé concrètement chez Elsan? Absolument, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Donc, je m'appelle Daniel Ritter et j'ai la chance d'être président et cofondateur de la société Betterworld. Alors, qu'est-ce que fait Betterworld? Finalement, on part du constat qui est que 150 000 verbatims à la main, ça ne marche pas. Et donc, du coup, il faut de la techno en fait, pour traiter ça. Et ça, il y a 5 ans, il y a 10 ans, en fait, cette techno, elle n'existait pas. En fait, cette techno, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est l'analyse automatique de texte, ça s'appelle le TAL, le traitement automatisé du langage. Dans la santé, on connaît beaucoup l'analyse d'images, parce qu'en fait, on pense tous à ce qui va peut-être prendre un peu de travail au radiologue demain, ou en tout cas le faciliter, c'est l'analyse de toutes les images radiologiques. Mais on pense moins dans la santé à l'analyse de texte. Sauf que les patients, ils s'expriment beaucoup par texte, en fait. Ils s'expriment dans le cadre d'ISATIS, ils s'expriment aussi ailleurs, ils s'expriment sur le web, ils s'expriment par d'autres canaux, tout simplement en parlant en fait, au personnel. Donc, ils s'expriment de plein de manières. Et donc, il faut de la techno pour traiter ça. Alors, comment elle marche cette techno? En fait, globalement, cette techno, elle fait 2 choses. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va, à partir d'un verbatim patient, détecter de quoi il parle. Est-ce que ce verbatim patient, il parle de l'amabilité du personnel? Est-ce qu'il parle de l'étape de sortie du parcours patient? Est-ce qu'il parle de la qualité du matelas? Voilà, donc on a défini ce qu'on appelle une ontologie. Donc en fait, c'est un arbre, une structure hiérarchique de la donnée qui représente tous les sujets sur lesquels un patient peut s'exprimer quand il parle de son expérience. Donc on a une branche sur le lieu, parce que l'expérience d'un hôpital ou d'une clinique, c'est déjà l'expérience d'un lieu. C'est aussi évidemment l'expérience d'un contact humain, donc une expérience relationnelle avec le personnel. Donc ça, c'est la 2e branche personnelle. On a toute une branche un peu transversale à ça, qui sont les différentes étapes du parcours patient, de la préadmission jusqu'au lien à la sortie, au lien avec la médecine de ville. Donc on a cette grille-là d'une 50aine de catégories, et une partie de la techno classe les verbatims dans les bonnes cases de cette ontologie. La 2e étape du traitement, c'est ce qu'on appelle l'analyse de sentiment, parce que c'est bien beau de savoir que le patient s'exprime sur l'amabilité du personnel de nuit, mais encore faut-il savoir si c'est en bien ou en mal. Et encore ça, c'est pas assez, parce qu'entre le patient qui dit le personnel de nuit a été adorable, ou le patient qui dit il a été hyper adorable, il a su calmer toutes mes angoisses avant l'intervention du lendemain matin, les 2 sont positifs, mais il y en a un qui est plus intense que l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on sait mesurer. Donc ça, c'est de l'analyse de sentiment. Voilà. Et donc, une fois qu'on a classifié et qu'on a analysé le sentiment, là, c'est encore loin d'être fini. Parce que là, je pourrais envoyer un fichier Excel avec les 150 000 verbatims, à côté de chacun la catégorie, à côté de chacun le sentiment. Là, tu vas me dire, dans les établissements, c'est compliqué. Voilà. Et donc, la dernière étape, c'est la visualisation. Et ça, on a beaucoup travaillé avec plusieurs centaines d'établissements à trouver la bonne façon de représenter ces données pour qu'elles soient exploitables le plus simplement, parce que les gens dans les établissements, ils ont du travail et ils n'ont pas que ça à faire. Donc l'ergonomie et l'usage, en fait, est presque aussi important que la performance pure du calcul algorithmique. Voilà, donc Betterworld, à la fin, c'est tout ça. C'est collecté, c'est analysé et c'est restitué de façon utile. Alors justement, en parlant de restitution utile, vous, Oriane, vous travaillez à l'amélioration de l'expérience patient dans les établissements, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience justement sur l'impact que ça a eu, cette collaboration? Alors, bien sûr, il fonctionne. Là, c'est bon? Toujours pas. Oui? On va échanger.
sur 2. C'est bon là? Oui. Donc bonjour à tous et merci encore de m'avoir invité pour témoigner un petit peu de ce qui se passe sur le terrain. Moi c'est Oriane Elmery, je suis responsable qualité sur 2 établissements. Donc pour situer un petit peu mon périmètre d'action, j'interviens à la fois à la clinique Claude Bernard à Metz, qui est une grosse structure d'environ 65 000 patients par an. Donc on a un gros pôle de médecine et chirurgie cardiovasculaire, on a la maternité, de la cancérologie, un service d'urgence avec SOS Main et encore plusieurs spécialités en médecine et chirurgie de médecine générale. À côté de ça, on a une autre clinique qui est un petit peu plus petite, la clinique Claude Bernard à Thionville, qui est une clinique de court séjour avec 10 000 patients par an. Donc là, on va être plutôt sur de l'ophtalmologie, de l'urologie, du digestif ou encore de l'orthopédie. Donc j'interviens mensuellement sur ces 2 établissements pour rencontrer les équipes de soins, où je vais leur expliquer ce qu'est l'expérience patient, les sensibiliser à cette démarche, parce que c'est important qu'ils comprennent un petit peu ce qu'il y a derrière aussi, juste leur facette de leur métier, et puis leur exposer donc, tous les résultats qu'on obtient à la suite du questionnaire ISATIS dont Florian a fait part tout à l'heure. Alors, si je vous fais un focus sur un avant-après l'utilisation de Better World, avant, on est dans l'incapacité de traiter régulièrement nos verbatims, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est trop chronophage pour nous. On a une liste immense de commentaires et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on est dans l'incapacité d'analyser et de mettre en place des actions. Et puis, donc, on ne pouvait pas non plus faire de retour à nos équipes. Depuis qu'on a Better World avec nous, franchement, ça facilite notre quotidien. Ça nous permet de suivre mensuellement nos résultats avec les verbatims associés. Et donc, ça nous permet de faire un retour aux équipes via un tableau de bord qui va comprendre différents types d'éléments. On va notamment avoir notre taux de recommandation, notre taux de fidélisation, ou alors le taux de répondant à ce questionnaire, mais également tout ce qui est... qui concerne donc les verbatims à proprement parler. Donc là, Better World fait bien le travail aussi, justement, avec plusieurs types de visuels qui sont très parlants. On a notamment ce fameux nuage de mots qui permet de montrer en fait un volume de commentaires avec des thématiques associées. Donc là, on va avoir différents types de caractères avec différents types de couleurs pour justement faire les variations entre le volume et le sentiment positif et négatif. Et on va aussi avoir à côté différents types de graphiques qui reprennent ces mêmes couleurs, positifs et négatifs, donc pour pouvoir facilement se repérer. C'est des visuels en fait qui sont très faciles en fait pour la communication avec les soignants. Donc on a un retour très positif de nos soignants, d'une part parce que maintenant on peut les intégrer dans cette démarche d'expérience patient, et d'autre part parce qu'ils vont pouvoir être source de propositions dans la mise en place d'actions dans leur service. Et puis aussi, à côté de ça, ils apprécient les visuels, notamment le nuage de mots. J'ai eu pas mal de bons retours là-dessus, donc c'est bien qu'on ait insisté, qu'on l'ait mis en place dans nos fiches. Parce qu'il y a vraiment ce côté communication rapide et efficace. Ça capte l'attention des soignants qui n'ont pas forcément le temps, qui ont autre chose à penser aussi que juste à entendre les retours qu'on peut leur faire. Voilà, donc au final, on a pu faire un véritable bond en avant avec cette application. On a pu mettre en place différentes actions déjà au sein de nos structures, notamment travailler sur des documents de consignes de sortie. On s'est aperçu que ça pouvait manquer, en tout cas dans certains services, donc on a travaillé là-dessus. On a pu travailler aussi sur un petit peu de signalétique, d'affichage, où on a remarqué que ce n'était pas forcément ce qui était le mieux. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on renforce notre distribution de livrets d'accueil, par exemple, ou encore revoir la façon dont on distribuait nos collations en ambulatoire. Voilà, c'est quelques exemples d'actions qu'on a déjà pu mettre en place. Et ça nous permet aussi, du coup, dans toute cette démarche, toute cette avancée, de pouvoir aller encore plus loin avec le patient. On a ce besoin de travailler encore plus sur son ressenti, et on va utiliser une méthode qui est complémentaire à ISATIS et qui est aussi innovante pour le coup. C'est la méthode empathie. Donc c'est une méthode qui permet de suivre le patient comme son ombre, donc vraiment en totale discrétion, et de capter son ressenti et puis aussi donc son vécu à un moment de son parcours de soins. Et donc avec les résultats qu'on va obtenir, on va pouvoir s'améliorer encore un petit peu plus sur la prise en charge du patient à un moment donné de son parcours. Voilà, donc merci beaucoup pour cette avancée. Merci beaucoup à Better World pour nous avoir facilité notre travail de tous les jours. Voilà. On l'a compris, il y a un avant et après Better World.
Et le retour finalement, c'est qu'on apprécie aussi bien la qualité de l'information que la façon dont c'est présenté et l'impact direct que ça peut avoir sur le terrain. Justement, en parlant d'impact, Florian, Daniel, peut-être un rapide mot de conclusion sur le bilan que vous faites de cette opération et peut-être la suite. Pardon, excuse-moi. Juste pour la petite blague, juste avant de rencontrer Better World, on commençait à travailler avec des établissements sur la création d'un fichier Excel pour l'analyse de commentaires. On était arrivé à la construction d'un fichier Excel de 35 colonnes pour avoir 35 catégories de commentaires et donc une ligne par commentaire. Je vous laisse imaginer vers quoi on s'orientait. Donc, arrivé à point nommé. Tout ça pour dire que donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais si je devais vraiment choisir dans les orientations, ça serait d'approfondir la professionnalisation des équipes dans le recueil et l'analyse de l'expérience des patients à travers cet outil. Donc là, on a un très bon exemple. Oriane et ses équipes utilisent très très bien l'outil. Malheureusement, et c'est tout à fait normal aussi, tout le monde n'est pas à ce niveau d'utilisation. Le but du jeu, bien entendu, c'est d'augmenter donc le niveau de compétences des uns et des autres au sein de tous les établissements du groupe. Potentiellement aussi, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, la possibilité à terme de recueillir davantage de commentaires via d'autres sources. Donc voilà, on a encore des belles opportunités devant nous pour accentuer l'utilisation de cet outil. Et on a quand même la chance d'avoir vraiment, je pense, une relation partenariale avec Better World, et, au sens noble du terme, partenarial, et aussi avec les établissements comme Oriane. Donc voilà, c'est vraiment une démarche qui se construit. Chacun donne un avis, des retours, etc. Donc on fait progresser l'outil tous ensemble. Daniel, un dernier mot ? Absolument. Déjà, merci beaucoup à Elsan pour votre confiance. Ça fait vraiment plaisir et je retransmettrai ça directement à toute notre équipe. Ça leur fera très plaisir. Moi, je voulais conclure par 2 points. Le premier, c'est que l'IA, c'est bien, mais en fait, ça ne remplacera jamais les hommes et les femmes, comme on te voit toi dans les établissements. Mais en fait, ils sont partout. Et le but, c'est de les aider. Mais ce n'est pas de les remplacer, mais c'est de leur faire gagner énormément de temps pour passer plus de temps dans les services, pour passer plus de temps sur les plans d'action. Donc c'est vraiment ça la philosophie. Et c'est d'ailleurs important de le rappeler, parce que sinon l'IA peut aussi être anxiogène. Et c'est vraiment pas du tout la philosophie de l'outil tel qu'on l'a conçu. La deuxième chose, c'est que les patients, c'est bien, évidemment, ils sont au cœur, mais il y a un autre groupe de gens qui est au cœur des établissements, c'est le personnel. Et donc l'écoute de la voix des personnels, en fait, est tout aussi importante. C'est pour nous aussi un sujet tout à fait stratégique, et plus généralement pour le système de santé en France. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui relie en fait les 2 aspects d'expérience patient et d'expérience soignant, expérience professionnelle. C'est la symétrie des attentions, et c'est un sujet qui nous est cher, co-développé avec un de nos partenaires qui s'appelle l'Académie du service. Donc c'est un sujet, voilà. Conclusion, les patients très importants, les soignants nous semblent tout aussi stratégiques, et voilà. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre intervention. On peut les applaudir. Vous l'aurez compris, améliorer l'expérience patient, c'est une préoccupation majeure chez Elsan. Et ça passe aussi par une capacité à informer, à rassurer les patients qui arrivent dans les établissements. Et pour cela, Elsan a développé un outil à base de réalité virtuelle avec les équipes de l'Institut Hartmann et le 3D Experience Lab de Dassault Systèmes. Il s'agit du premier jumeau numérique au monde en radiothérapie. Je vous laisse découvrir en images. Le projet Vortex, qui signifie Virtual Radiotherapy Treatment Experience, a été envisagé dès la première rencontre, la première séance de travail, comme une évidente complémentarité entre les savoir-faire de Dassault Systèmes en matière de réalité virtuelle et notre souci de rassurer nos patients avant le démarrage des traitements pour en améliorer l'acceptabilité des dits traitements et, nous l'espérons, ce faisant, l'efficacité. L'expérience, elle est virtuelle et elle est interactive. Cette expérience est fondamentale parce que quand un patient va recevoir un traitement avec un robot, il a peur, il y a une intolérance à l'incertitude, un sentiment d'insécurité. Et puis les robots, pour certains, sont leurs alliés, mais pour d'autres, ça fait peur. Et donc le fait de faire vivre à chaque patient cette expérience avant traitement va permettre non seulement d'être rassuré, mais également d'avoir une image mentale très différente. Et ça va en faire notre allié. Le patient va mieux respirer sous l'appareil, le robot va être plus efficace. Et donc c'est une expérience virtuelle, interactive, gagnant-gagnant.
Donc l'idée, c'est de faire déjà la visite virtuelle et donc d'expliquer de la pédagogie, à quoi ressemble ce robot, comment il va se déplacer, quels sont les différents capteurs, comment est la salle de contrôle, pour du coup finalement rassurer les gens que derrière cette grande porte, il y a des opérateurs qui vous surveillent. Donc cette phase d'observation, elle est importante. La deuxième phase qui est importante dans l'expérience, c'est qu'on va vous mettre dans la peau du patient. Donc vous allez vous allonger sur un lit avec votre casque de réalité virtuelle et vous allez vivre le traitement. Donc vous allez pouvoir voir autour de vous, vous allez voir le robot fonctionner et donc vous allez comprendre que ce robot-là, déjà il n'est pas là pour vous blesser, parce que souvent on a peur du robot, il est toujours en fait à distance de votre corps. Et en fonction du malade, si c'est un homme, une femme, où est la tumeur, si elle est au cerveau, au poumon, le mouvement du robot il va être adapté. Le fait de pouvoir vivre l'expérience de la radiothérapie par un patient en réalité virtuelle, c'est une première et je pense que ça va vraiment changer l'expérience que le patient a de cette thérapie, qui peut être vraiment source d'angoisse ou d'anxiété. Et le fait de vivre le parcours et de le visualiser, mais aussi de l'entendre, je pense va faire une grande différence pour les patients. Tout à l'heure, Daniel l'a rappelé, il n'y a pas d'expérience patient sans expérience soignant. Et c'est justement des soignants que nous allons parler, et surtout de leur expérience avec l'intelligence artificielle, notamment appliquée à l'imagerie. Et donc pour la prochaine table ronde, j'invite à me rejoindre tout de suite le docteur Martial Matengou, médecin urgentiste à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire Elsan, Antoine Jomier, CEO d'Incepto, et enfin Wilfried Arsigny, directeur imagerie d'Elsan. Je vous prie de les accueillir. Antoine, à peine installé, et déjà je vous adresse une première question, tout simplement de comprendre quel est l'impact de l'IA dans le diagnostic en imagerie et comment vous vous positionnez chez Incepto. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous. Merci aux équipes d'Elsan de votre invitation. Ce qu'on vit en ce moment avec l'intelligence artificielle générative, en fait dans le monde de l'imagerie, du traitement d'image, on l'a vécu en 2015-2016. On crée des bases de données, notamment des bases de données de photos de grains de beauté. Et il y a des premiers algorithmes qui sont aussi forts que les dermatologues pour reconnaître des mélanomes. Et c'est une publication dans Nature. Et il y a un énorme saut quantique sur la performance du traitement d'image. Et donc à partir de 2015, 2016, 2017, il y a dans le monde entier 300, 400 startups qui démarrent sur l'imagerie médicale, le traitement d'image. Et il peut y avoir toute indication, technique d'acquisition, il y a une aide au diagnostic qui est en train d'être développée par une équipe. Donc c'est une révolution dans la communauté. Tous les congrès d'imagerie médicale, il y a des data challenges. Les radiologues sont maintenant super formés sur les enjeux de construction de bases de données, annotation. Et ça fait déjà 5-7 ans que c'est en marche. Par contre, il y a un énorme challenge. C'est que ces équipes, c'est souvent des data scientists avec des médecins, mais il y a tout l'enjeu de l'accès au marché. Et donc comment on va vraiment mettre ces dispositifs dans les mains des médecins et qu'on évalue ce que ça apporte en termes de performance diagnostique ou en termes de quel est l'impact et comment on le valide. Et ça, c'est le rôle de Incepto, de pouvoir faire ce dernier kilomètre pour mettre dans la main des médecins, les mains des radiologues, des urgentistes, les solutions d'intelligence artificielle appliquées à l'imagerie médicale. Donc c'est une plateforme d'accès qui organise l'accès à ces solutions. Alors justement, vous l'avez eu dans les mains, ces fameuses solutions. Je vous le rappelle, vous êtes médecin urgentiste. Ça fait 2 ans que vous utilisez une solution qui est distribuée par Incepto pour détecter les fractures. Alors, petit retour d'expérience, comment vous avez mis en œuvre ce projet et quel impact ? Oui, effectivement. Docteur Martial Matengou, donc je suis médecin urgentiste à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Je profite de l'occasion de voir Antoine en live, puisque malheureusement... on ne se voit qu'à distance, mais nous sommes des praticiens, donc l'intelligence artificielle pour nous a été extrêmement positive depuis 2 ans. Pour tout vous dire, sur 2-3 mois où nous avons testé, où parfois malheureusement nous sommes des humains, donc de temps en temps on passe un petit peu à côté, notamment lorsqu'il y a des doutes sur un certain nombre de fractures. Et donc en termes de pourcentage, par exemple, nous avons évalué notre diminution du taux de détection de fractures de 18 à 3% quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a nos radiologues, donc je ne les oublie pas, mais pour nous, c'est un outil extraordinaire
parce qu'en plus, Incepto, lorsque nous regardons sur nos logiciels, nous perdons moins de temps, et en plus, lorsque les patients viennent, lorsqu'ils ont mal à un membre, notamment, la première idée, c'est de savoir, docteur, est-ce que j'ai une fracture? Ça, c'est pour tout le monde pareil. Et donc, leur donner une réponse objective, claire, nette et précise, c'est très intéressant pour nous. Et en même temps, les patients, c'est vrai qu'ils ne voient pas ce que nous faisons grâce à l'intelligence artificielle, mais le simple fait de leur rendre compte plus rapidement, les prendre en charge et avoir une certitude, et notamment lorsque nous avons un doute, je n'oublie pas nos praticiens radiologues, parce que lorsqu'il y a un doute quand même, nous allons les voir. Hein. Donc nous corroborons non seulement les résultats de l'IA, et en même temps la vue du radiologue. Donc ça, c'est très très intéressant pour nous. Et donc j'encourage en tout cas les équipes, notamment d'Antoine, hein, de développer encore mieux ce système pour que la prise en charge de nos patients soit encore meilleure. Merci. Antoine, c'est un challenge qui vous est adressé directement. Ouais, c'est vraiment, ce qui est génial, c'est que c'est une communauté. C'est-à-dire, on parlait d'écosystème. Donc nous, les innovations, on les valide vraiment avec les équipes médicales et avec des groupes comme les vôtres. Et puis en fait, on embarque, nous on bosse avec 10 boîtes qui sont, il y a 3 boîtes françaises, 4 boîtes européennes, une boîte américaine, une boîte indienne. Et du coup, il y a beaucoup plus d'innovation que ce qu'on peut en digérer dans le groupe Elsan. Donc on va parler avec Wilfried de comment on les séquence et comment on les évalue, mais comment on les orchestre. Ça, c'est un des gros challenges. Alors justement, docteur Matengo, vous avez parlé du fait que les radiologues, on va quand même aller les chercher. Et donc, Wilfried, je voulais vous adresser la prochaine question, de savoir comment sont accueillies ces solutions justement par ces radiologues. Alors les radiologues, quand on leur apporte des solutions qui leur permettent d'améliorer leur quotidien, ils sont généralement ravis. Plus sérieusement, sur Agen, par demi-journée, en fait, entre l'activité programmée, scanner, IRM, radiologie conventionnelle, les patients hospitalisés qui nécessitent aussi des examens, les radiologues voient environ 50 patients par demi-journée, auquel il faut rajouter donc toute l'activité d'urgence que le docteur Matengo décrivait en journée. Donc on intercale dans toute cette programmation. Et donc en fait, l'outil proposé par Incepto leur permet vraiment une aide au diagnostic. Alors ça ne remplace pas, c'est eux qui font le diagnostic, mais ça leur permet vraiment un gain de temps et puis une sécurisation dans le diagnostic. Plus généralement, par rapport aux outils d'IA dont on parle beaucoup, notamment avec Incepto, on a quand même parfois quelques radiologues qui s'interrogent un petit peu sur l'avenir et l'avenir de leur profession avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais assez vite, finalement, ils mesurent tout l'intérêt de l'utilisation de ces outils, et donc ils sont très favorables à ce qu'on leur propose dans leur quotidien, ces équipements. Puis je précise quand même que vous avez une approche où vous regardez quand même des outils d'IA validés avec un certain bagage scientifique également derrière. Alors, on profite aussi notamment de l'équipe innovation, hein, sur tous ces sujets qui nous accompagnent. On profite des équipes d'Incepto dans toutes les étapes de la mise en place de ces projets. Donc, toujours avec un pilote. C'était le cas pour Agen. Donc, on a pendant plusieurs mois travaillé sur ce pilote-là. Ensuite, on analyse les résultats donc en équipe. Incepto, encore une fois, l'équipe d'innovation et puis les praticiens sur les établissements. Et puis là, ensuite, c'est la phase de déploiement, une fois qu'on a analysé ces résultats, sur d'autres établissements qui sont intéressés par les outils. Vous avez parlé de pilote que vous avez mené. Finalement, c'est un pilote concluant puisque vous avez transformé l'essai en partenariat avec Incepto. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont les projets? C'est juste le premier. Donc, on a ouvert d'autres champs. On a ouvert un champ d'innovation en médecine nucléaire, on a ouvert un champ d'innovation sur l'optimisation des acquisitions en IRM, et on espère ouvrir assez prochainement un champ en chirurgie vasculaire. Et donc à chaque fois avec la même démarche, un pilote, valider un impact pour les patients, un impact pour les équipes médicales. Et je crois qu'à la fin, on est content de le faire ensemble parce que ça donne un cap et un moteur, et on revient bien sur cette culture d'Elsan autour de l'innovation et du sens qu'on a tous au travail. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps de prendre une petite question, mais avant toute chose, on va les applaudir puisqu'ils le méritent.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou peut-être à distance? Il n'y a pas non plus de questions à distance, mais du coup, moi j'avais peut-être une question pour Wilfried. On a beaucoup travaillé ensemble sur le choix du partenaire. Peut-être dire aussi, au-delà des innovations, ce qui nous a attiré aussi chez Incepto en termes de partenaire. C'est une très bonne question. Alors, on ne l'a pas dit, mais enfin, je vais être obligé de répondre gentiment. Non, mais on l'a pas dit, mais avant le projet sur Agen, on avait déjà quand même pas mal échangé avec les équipes d'Antoine voilà, sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous, c'est important dans notre pratique quotidienne qu'on puisse comprendre les enjeux et l'apport que l'IA peut avoir. Ensuite, donc, on a mis le pilote en place sur Agen. On a continué d'échanger avec Incepto. Il s'avère que ce pilote a été très positif, puisque d'autres établissements du groupe ont souhaité utiliser pour leur activité d'urgence notamment cet outil. Voilà, donc tout ça a fait qu'on s'est retrouvé, je pense, sur un sujet commun, avec chacun finalement son expertise et puis ses prérogatives. C'est important pour nous aujourd'hui d'avoir le soutien d'Incepto dans tous ces sujets d'intelligence artificielle qui seront probablement de plus en plus utilisés demain sur nos sites. Et on a besoin, en tout cas, on a besoin, nous qui sommes plus sur l'exploitation, de partager avec un acteur expérimenté et qui a toutes ses connaissances, tout ce champ sur l'IA. Antoine avait résumé ça il y a quelques jours comme étant un long chemin devant nous. Et effectivement, je pense que l'intelligence artificielle et tous ces outils, c'est un champ... c'est un champ d'avenir dont on n'a peut-être d'ailleurs pas tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui. Et voilà, c'est important pour nous de pouvoir échanger avec eux régulièrement. Merci beaucoup. Alors vous le savez peut-être, Elsan est aujourd'hui le deuxième acteur de soins en cancérologie en France. C'est aussi un acteur reconnu de la recherche. Il nous a donc semblé indispensable d'aborder un sujet clé lorsqu'on veut faire de l'innovation dans le domaine de l'oncologie, ce sont les données de santé. Alors c'est le sujet de la prochaine table ronde et donc j'invite tout de suite à me rejoindre les intervenants avec Samantha Padlou, directrice du développement et des partenariats d'Elsan et vice-présidente du Healthcare Data Institute, Anne-Laure Martin, directrice des data et des partenariats d'Unicancer, et le docteur Shahnaz Klouch, directrice de la recherche d'Elsan. Bonjour. Je vais commencer par vous avec une question un petit peu de contexte sur la place qu'occupe la recherche clinique et la cancérologie évidemment chez Elsan aujourd'hui. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la recherche clinique ? Donc la recherche clinique, ce sont l'ensemble des études qui sont menées avec les patients et les volontaires sains pour évaluer l'efficacité, la tolérance, l'efficience de toutes les prises en charge médicales et médico-chirurgicales. Donc il peut s'agir de médicaments, de dispositifs médicaux, de techniques chirurgicales ou encore de parcours. Ces études sont menées selon une éthique rigoureuse et puis dans un cadre réglementaire qui est national, européen et international. Et ensuite, donc, ces études sont portées par une méthodologie qui est rigoureuse. L'idée étant donc de réaliser les études selon ce cadre-là et puis dans des conditions de qualité qui permettent d'avoir un niveau de preuve le plus élevé possible pour pouvoir justement avoir des réponses et améliorer in fine la prise en charge des patients. Donc la question de recherche, qui souvent vient du terrain, et donc l'hypothèse formulée donc à la suite de cette question peut être soit posée avant le recueil des données, et nous sommes dans les études prospectives, ou alors après qu'il y ait eu un recueil de données pour le soin et qui est donc ensuite réutilisé pour la recherche, et là nous sommes dans les études rétrospectives. Et tout ce recueil de données de santé doit être fait selon les lois en vigueur, avec le respect des droits des patients, en termes d'information, de droit de l'opposition, droit donc à l'effacement, selon donc le RGPD, selon donc les référentiels CNIL et selon donc les méthodologies de référence de la CNIL.
Donc la recherche clinique est un axe d'engagement très fort chez Elsan. Donc comme ce qui a été dit, Elsan reçoit annuellement dans ses établissements près de 3 millions de patients. Donc il était important de pouvoir participer à cet effort de recherche national et international. De plus, nous avons des praticiens, donc des soignants, qui souhaitent mener des recherches parce qu'ils sont dans un questionnement permanent et dans une démarche permanente d'amélioration des soins. Et donc, souvent, ils ont fait de la recherche lors de leur cursus hospitalo-universitaire et ils souhaitent continuer quand ils sont donc, chez Elsan. Pour cela, donc, Elsan s'est doté d'abord d'une direction de la recherche clinique avec des professionnels de la recherche qui viennent aussi bien de la recherche institutionnelle que de la recherche industrielle, accompagnés par un conseil d'orientation scientifique qui est composé de chercheurs, publicateurs Elsan et non Elsan et des représentants des usagers. Et nous avons une série de dispositifs de soutien, notamment notre campagne d'appel à projets qui permet de soutenir les établissements et les porteurs de projets chez Elsan dans la promotion d'essais cliniques. Ensuite, toujours dans cette stratégie territoriale d'Elsan, nous sommes en train de construire un réseau de cellules territoriales pour assurer un maillage le plus resserré possible afin que tous les établissements de santé Elsan, donc près de 140, se retrouvent dans des cellules territoriales et aient la possibilité de faire de la recherche s'ils le souhaitent. Et donc pour cela, ces cellules sont construites autour d'un professionnel de la recherche et puis tous les médecins qui souhaitent faire de la recherche, les directeurs d'établissement, les directeurs de territoire et toutes les équipes sur le terrain. Alors les résultats sont là. On voit que les médecins libéraux donnent du temps à la recherche clinique puisque sur les 4 dernières années chez Elsan, plus de 850 praticiens ont publié plus de 2100 articles scientifiques dans des revues à comité de relecture, avec plus des 2/3 dans des revues de rang A, B ou C, donc de très bons ou de bons niveaux scientifiques. Donc depuis 2016, environ 350 essais ont été menés chez Elsan, où nous sommes promoteurs, c'est-à-dire responsables de l'étude du début, de l'idée jusqu'à la valorisation, ou alors en tant que centre investigateur pour des promoteurs institutionnels ou industriels. Ces études sont menées dans toutes les spécialités, ce qui est le reflet de toutes les spécialités qui existent dans les établissements Elsan. Mais clairement, la cancérologie se détache, c'est la première spécialité en termes de recherche clinique, et ça aussi, ça reflète le fait qu'Elsan soit le second acteur en cancérologie. Donc nous avons des études où nous sommes promoteurs. Par exemple, nous avons une large étude actuellement sur le cancer de la prostate qui va inclure 2000 patients et qui va permettre d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la chirurgie cœlioscopique robot-assistée versus donc la cœlioscopie conventionnelle ou encore la laparotomie. Et donc ce que l'on voit en fait clairement, c'est que le recueil des données est essentiel. Il est important d'avoir un recueil de données qui soit de qualité, qui soit ciblé pour pouvoir répondre à la question de la recherche, avec une structuration des données, avec du data management, pour que, in fine, on puisse mettre à disposition des chercheurs et donc au service de la question de la recherche, des données qui peuvent être exploitées et servir à l'amélioration de la prise en charge future des patients. Alors justement, sur le sujet des données de santé, je me tourne vers vous, Samantha. C'est un sujet qui est central chez Elsan. Vous êtes d'ailleurs vice-présidente du Healthcare Data Institute. Comment est-ce que vous abordez ce sujet central ? Merci, bonjour à tous. Effectivement, on va faire un petit saut en coulisses de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu de l'intelligence artificielle pour analyser des verbatims, on a vu de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les radios. Et en fait, si on remonte un peu en avant, pour pouvoir développer ces nouvelles technologies, pour pouvoir développer ces algorithmes, il faut des données. Il ne faut pas un peu de données, il faut beaucoup de données. Et il faut des données françaises pour pouvoir développer des algorithmes qui comprennent le langage qu'on a en France, qui comprennent la morphologie qu'on a dans notre pays. Et donc, l'accès à ces données, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour améliorer le soin, pour améliorer la vie des soignants, mais aussi pour Elsan, pour pouvoir accompagner en amont le développement de ces innovations qui serviront demain dans nos établissements et dans les établissements français. Alors, je vais passer à vous, Anne-Laure. Unicancer, c'est un acteur qui est très connu dans l'oncologie, aussi sur les données de santé. D'ailleurs, vous avez été lauréat de l'appel à projet sur les entrepôts de données de santé. Félicitations. Quels sont les enjeux actuels pour vous autour des données de santé, notamment de l'oncologie, bien sûr ? Je pense que Samantha est
Shahnaz ont fait le tour de la question en évoquant d'un côté la recherche clinique et de l'autre l'intelligence artificielle. La donnée de santé, ce qu'on appelle donnée de santé, en fait, c'est la donnée d'établissement, hein, celle qui est issue de la prise en charge des patients, du soin. Et en fait, cette donnée de santé va avoir un impact à la fois pour permettre de développer la recherche clinique en positionnant en fait des bras contrôle par exemple, on parle beaucoup de bras synthétiques, bras contrôle, etc. Pourquoi a-t-on besoin de ces nouvelles méthodologies? C'est parce que, et typiquement en cancérologie, on en a l'habitude et l'expérience, c'est que sur des très petites populations, avec toutes les avancées dans la caractérisation de la maladie, en fait, on procède à un démembrement des tumeurs qui fait que le cancer devient une pathologie rare, le cancer du sein est une addition de pathologies rares. Et donc, pour toutes ces raisons, nous avons besoin, à partir des données d'établissement, de construire des méthodologies qui puissent permettre de fabriquer des bras contrôle là où un essai clinique, en fait, n'a pas de chance de répondre à une question. Et puis, pour faire la suite de l'essai clinique, les données d'hôpital, les données des cohortes rétrospectives hospitalières vont permettre d'apporter des éléments d'information complémentaires. Alors là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans l'évaluation des traitements a posteriori sur des populations non sélectionnées. Dans les essais cliniques, pour ceux qui ont l'habitude d'en conduire, les populations sont évidemment très, très filtrées par rapport à tous les risques de toxicité qui pourraient se développer. Donc en fait, il est intéressant aussi bien pour les médecins dans leur pratique que pour l'intérêt des patients, évidemment, toujours en premier lieu, mais aussi donc pour les évaluations de santé, pour les institutions, d'être en capacité d'aller voir sur le terrain quelle est la vraie efficacité constatée dans une population générale. Donc ça, ce sont des applications que nous, on a développées dans le cadre de programmes d'entrepôt depuis 2014. On travaille aussi avec des groupes de statisticiens sur le développement de nouvelles méthodologies et on interagit avec la HAS parce que c'est évidemment tout un pan majeur dans l'évaluation des stratégies thérapeutiques ou dispositifs médicaux. Voilà, donc, et puis de l'autre côté, il y a évidemment tous ces enjeux qui ont été évoqués dans les interventions précédentes, le champ de la composante patient, hein, pour une médecine aussi multimodale. On a évoqué tout à l'heure le ressenti patient dans sa prise en charge, mais il y a le ressenti a posteriori, mais il y a vraiment toute une possibilité de suivi d'auto-évaluation par le patient de sa prise en charge qui doit apporter une composante supplémentaire. Et nous travaillons aussi sur ces sujets, je pense, comme le groupe des cliniques Elsan. Et puis, il y a après tout le champ, voilà, on a parlé des diagnostics de fractures. Et évidemment, en cancérologie, on a toute la question de l'amélioration du diagnostic anapath, de l'interprétation des scanners, etc. Enfin, l'imagerie a une grande place au milieu de nos établissements. On a compris, les cas d'usage sont infinis. Et puis, ils donnent lieu aussi à la mise en place de projets collaboratifs très ambitieux. D'ailleurs, ça a été votre cas. Vous avez mené un projet pilote ensemble, Elsan et Unicancer. Est-ce que Samantha, par exemple, pouvait nous en dire 2 mots ? Effectivement, Unicancer a travaillé sur le lancement d'une cohorte qui s'appelle l'Oncodata Hub pour justement suivre les stratégies de traitement. Et notre établissement Pôle Santé République a été pilote pour le groupe Elsan pour rejoindre cette démarche avec quelques originalités. L'objectif étant de digitaliser la constitution de cette cohorte et justement de passer un cran en avant sur la manière dont on pouvait travailler sur la recherche pour aller vers des méthodologies innovantes de demain qui nous permettent de collecter un volume extrêmement important de données patients avec un effort limité sur les soignants qui doivent aujourd'hui se concentrer beaucoup sur le soin. Oui, alors merci à Samantha qui parle très bien du projet. C'est vrai que nous en discutons depuis de très longs mois, mais ce sont des projets qui sont très complexes. En fait, Oncodata Hub est un projet que nous avons lancé en 2021 grâce au soutien d'un industriel qui est un entrepôt de données de santé, qui a obtenu son autorisation fin 2022 et qui a une vocation en première intention d'observatoire du médicament, parce qu'on sait qu'on est à l'aube en fait de toutes ces démarches d'établissement, hein, le résultat de l'appel d'offres entrepôt de données de santé en est un marqueur aussi. Il y a toute une dynamique en fait qui est en train de se créer pour rendre les données de nos établissements exploitables, parce qu'évidemment
Rien n'est aussi simple qu'on peut l'imaginer quand on est à l'extérieur, mais on a l'habitude de dire que, grosso modo, il n'y a que 20% de données structurées dans les établissements, le reste étant contenu dans les dossiers patients informatisés, mais au travers de PDF, etc., qu'il faut pouvoir aller interroger. Et ça, c'est tout le travail, tous les travaux avec les entreprises sur le développement d'outils d'interprétation du langage. Mais donc, il y a très peu de données structurées. Et quand on dit qu'elles sont structurées, en fait, entre établissements, les logiciels diffèrent, les méthodes pour programmer ces logiciels diffèrent, chaque utilisateur y apporte sa patte, les formats sont différents. Donc en fait, on a, quand on dit qu'on crée un entrepôt de données avec une collecte automatique, ce qui est le cas donc au Data Hub, c'est un parcours du combattant en fait. Et ce projet se veut aussi rassembler sur une thématique d'observatoire du médicament les acteurs de l'oncologie. Et c'est pour ça que nous avons voulu accompagner cette POC avec Elsan. Et puis, pour conclure un partenariat très très prochainement, Samantha en reparlera, je pense. Mais donc, ce sont des étapes importantes parce que ce sont des projets qui sont moteurs. Il y a un cas d'usage. Comment peut-on évaluer en temps quasi réel, en fait, l'arrivée de l'innovation dans les établissements de santé? Et à partir de là, à partir d'un cas d'usage, en fait, on aide les établissements à se mobiliser, à structurer leurs données, et on avance ensemble, en fait, dans la mobilisation des données. Et aujourd'hui, peut-être, Samantha, pour compléter ce que dit Anne-Laure, quelle suite vous voyez à ce POC ? Donc l'objectif, il y a un intérêt extrêmement important, scientifique, dans un observatoire du médicament. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir accès à des données très rapidement pour pouvoir comprendre les stratégies thérapeutiques. Et l'objectif, c'est d'ouvrir la démarche à davantage d'établissements Elsan qui pourront contribuer à cet observatoire, mais aussi, en miroir, pouvoir réaliser des recherches sur cette base de données qui va être inégalée en Europe. Effectivement. Pour pouvoir se poser des questions sur les stratégies thérapeutiques qui sont conduites dans leurs établissements, mais aussi qui sont conduites dans les autres établissements de France. Et c'est une dimension extrêmement innovante qu'on souhaite offrir à nos praticiens pour pouvoir avancer sur la pratique du soin, mais aussi pouvoir mener des recherches qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles de mener dans les établissements. Oui, effectivement, si je peux rajouter un mot, c'est, je dirais, le socle de nos projets, c'est que évidemment tous les établissements contributeurs et accès en fait pour adresser des projets de recherche sur l'ensemble des entrepôts constitués. C'est un retour fondamental. Évidemment, il n'y a pas de propriété dans la valorisation scientifique et c'est ouvert à tous. Ça, c'est une composante forte de la gouvernance. Et puis aussi cet aspect accompagnement au long cours sur un mode de partenariat avec des échanges sur les créations d'algorithmes, sur les savoir-faire, etc. On est vraiment dans le registre du partenariat et c'est important pour des projets aussi complexes. On l'a bien compris, c'est finalement un fil conducteur chez Elsan d'envisager des partenariats dans la durée, des partenariats à impact pour différentes parties prenantes. Merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde. Je suis sûre que ça a suscité de nombreuses questions, que ce soit en ligne ou dans la salle. On vous écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être des questions en ligne, Dorothée ? Ah, on a des questions sur l'IA. La question se portait sur le financement de ces outils innovants, sur la data et l'IA, et de se dire comment est-ce qu'on arrive à financer ces éléments-là. Comment on arrive à financer les projets d'IA et de data ? Oui, c'est une démarche courageuse que d'entreprendre ces partenariats. Il faut des sociétés qui y croient parce que de toute façon, il faut construire ensemble. Donc c'est du co-investissement en fait, au départ. Et puis après, il y a évidemment la transposition dans le cadre du soin, le passage à la pratique. Et là, ce sont d'autres registres, l'évaluation, le remboursement, enfin d'autres parcours. Ça a été évoqué, je crois, à la première table ronde. Juste donc, un élément sur, pour l'IA. Donc l'IA, c'est un dispositif médical.
Donc l'idée, c'est qu'en effet, il faut toujours, donc, après l'obtention du marquage CE, de faire des études qui vont permettre d'évaluer notamment l'efficience et en effet tenter le remboursement et l'inscription sur la liste de remboursement sur la LPPR. Donc ça peut être aussi, c'est une voie qui est suivie par les industriels d'EDM. Donc la réponse courte, c'est qu'il y a plusieurs voies, tout dépendamment des objectifs, la voie du remboursement, la voie aussi des cofinancements dans le cadre de partenariats, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? C'était limpide. C'était clair et net comme table ronde. Je pense qu'on peut les féliciter du coup. Alors, il y a un tout dernier acteur dont on n'a pas encore parlé et qui bénéficie aussi de l'innovation apportée par l'intelligence artificielle, par tous les projets utilisant la data, ce sont les salariés d'Elsan. Parce que vous le savez que la sécurité au travail, c'est un thème qui est pas souvent abordé, mais pourtant c'est un thème essentiel, surtout dans les établissements de santé où on est exposé à un certain nombre de risques. Mais je ne vais pas vous en dire plus et je vais tout de suite accueillir les participants de la prochaine table ronde. Alors j'invite à me rejoindre Adeline Carillo, manager performance RH chez Aiming, Jean-François Lesens, DRH Santé Atlantique chez Elsan, et Olivier Delpech, directeur qualité de vie et sécurité au travail chez Elsan. Olivier, je vais commencer par vous. Data, IA, sécurité au travail, c'est peut-être un peu difficile à naviguer tous ces termes ensemble. Comment ça prend forme chez Elsan ? Bonsoir à toutes et à tous. On en parlait en venant dans le train avec Jean-François, il m'a dit « t'es ni intelligent ni artificiel », donc ça fait 2 bonnes raisons que tu ne sois pas là. Alors, plus sérieusement, jusqu'à il y a 2 ans, on avait un vrai souci chez Elsan, c'est qu'on était dans un groupe de santé où pour la sécurité des salariés, on n'avait pas un outil fondamental dans la santé qui est le thermomètre. Alors je le dis de façon légère, mais effectivement, si on n'a pas de quoi mesurer la sécurité des salariés, on ne peut pas analyser ce qui se passe, on ne peut pas piloter et on ne peut pas faire de progrès. Et pour reboucler sur ce qu'a dit Florian dans la première table ronde, quand il y a 2 ans, Baptiste Marchand, qui est en charge dans mon équipe spécifiquement de santé et sécurité, qui fait un super job avec les sites, a commencé, il a commencé avec un fichier Excel, en faisant le tour des sites. Et effectivement, entre dire dans tel site, il y a eu tant d'accidents, mais si on ne sait pas si c'est arrivé à une infirmière la nuit, en déplaçant un patient, on ne peut rien faire. Et donc, on a décidé de trouver un thermomètre. Et le thermomètre, il s'appelle Axiline Plus. Alors justement, la transition est parfaite. Qu'est-ce que ce thermomètre Axiline Plus ? Bonjour à tous, merci en tout cas de votre accueil. Alors Axiline Plus, c'est un outil qui permet du coup de prévenir, de gérer, de piloter les risques professionnels. Donc, c'est l'outil central, il a été mis en place en 2020 auprès de l'ensemble des établissements. Donc ça leur permet de pouvoir déclarer l'ensemble de leurs risques professionnels. Alors les risques professionnels, on définit en 2 mots ? Accidents du travail et maladies professionnelles, donc ils peuvent déclarer l'ensemble de ces risques, pouvoir les suivre et les gérer. Et derrière, ça permet d'avoir des indicateurs, en fait, d'avoir des données qui sont fiables et exhaustives et qui permettent du coup à l'équipe d'Olivier et à Baptiste et à l'ensemble des établissements de pouvoir derrière de mettre en place les actions de prévention pour diminuer ou éviter totalement le risque ou en tout cas la gravité de ces risques. Alors, avant de prendre votre point de vue, Jean-François, Adeline, quels sont les retours concrets que vous avez eus de la part des établissements ? Comment s'est faite la mise en route du projet ? Alors, au fur et à mesure, déjà, il y a eu une période aussi, effectivement, il y a les données à rentrer. Donc, il y a tout cet accompagnement en montée en compétences par la formation des équipes, le transfert des compétences au quotidien dans l'accompagnement des déclarations. Parce qu'effectivement, c'est important d'avoir des données, mais il faut avoir des données qualitatives. Donc, c'est des échanges qu'on a qui sont quotidiennement, à la fois avec les établissements, mais à la fois, effectivement, avec Olivier, pour pouvoir adapter au fur et à mesure. Ce qui permet aujourd'hui, effectivement, de faciliter leur quotidien et de pouvoir être beaucoup plus rapide dans cette partie déclarative des risques professionnels.
Et Jean-François, vous êtes sur le terrain. Quel impact vous avez vu de la solution que vous avez mise en place ? Alors concrètement, quand on travaille dans le service RH d'un établissement de santé, il y a énormément de sujets, et parmi les sujets, il y a la prévention des risques, qui est un sujet qui vient impacter assez fortement. On en entend parler dans nos relations sociales avec les partenaires sociaux, on en parle avec les salariés quand survient un accident. Et donc, pouvoir disposer de cet outil qui permet de cibler quelles sont les situations les plus à risque, quels sont les salariés, les populations les plus concernées, quels sont les types d'actions les plus à risque, quels sont les types de risques qu'on retrouve le plus souvent, ça nous permet de mettre en place des plans d'action beaucoup plus précis, beaucoup plus efficaces. Si on veut illustrer, en ce moment, depuis quelques années, dans les établissements de santé, on recrute beaucoup. On a beaucoup de nouveaux arrivants. On intègre beaucoup de salariés. Et on s'est rendu compte, fin 2021, que les salariés qui avaient moins de 3 ans d'ancienneté concentraient quasiment la moitié des accidents du travail de l'établissement. Et donc, en améliorant nos procédures d'intégration, en formant les équipes de façon plus précise sur quels risques, sur quel type d'activité il fallait qu'on renforce notre intégration des salariés, ça a permis, à fin 2022, de constater qu'on avait quasiment divisé par 2 les accidents du travail de cette catégorie de population des moins de 3 ans d'ancienneté. Deuxième levier important, avec les partenaires sociaux, le fait de disposer de data précises, fiables, accessibles, quasiment en temps réel, ça permet de partager les enjeux avec nos partenaires sociaux et de construire les plans d'action avec eux en ciblant justement là où il y a le plus de besoins. Et Olivier, vous faites un constat d'impact similaire sur tous les établissements ? Alors Jean-François est très représentatif puisqu'il est dans la plus grosse clinique du groupe et effectivement, j'aurais tendance à dire, malheureusement, les nouveaux embauchés font un tiers des équipes et font plus de la moitié des accidents de travail avec arrêt. Donc on est en train de mettre en place quelque chose de concret au niveau de l'ensemble du groupe pour permettre que les nouveaux embauchés puissent être plus en sécurité. Mais si on prend un petit peu de recul, parce que parfois on a du mal à voir que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, c'est qu'en termes de résultats concrets, on est passé en 2021 de 70 000 jours d'arrêt à 2022, 60 000 jours d'arrêt. Donc ça fait 10 000 jours d'arrêt en moins. Et indépendamment des indicateurs qui sont fondamentaux, de l'impact financier, enfin, il y a plein de choses, mais il y a surtout le fait que sur ces 10 000 jours, on a nos salariés qui est rentré chez lui, qui a retrouvé son épouse, ses enfants en forme. Et là aussi, je le dis très légèrement, mais on ne peut pas être dans un métier où on dit qu'on est là pour l'attention à l'autre, et pas faire en sorte, là aussi, pour reboucler ce qui a été dit sur la symétrie des attentions. Si on n'a pas de quoi améliorer la sécurité de nos salariés, on va quand même avoir du mal à faire en sorte qu'ils puissent bien s'occuper de nos patients, ce qui est notre finalité à tous, qu'on soit soignant ou pas. Et du coup, grâce à la mise en place de cet outil, ça nous permet de commencer à affiner les plans d'action et à dégager quelques lignes guides sur des formations, sur des équipements qu'on pousse de plus en plus au niveau de tous les sites. Alors je dis commencer à affiner parce que la donnée, c'est comme une bonne pâtisserie. Après la première bouchée, on est très content, puis après, on se dit on veut plus. Et il va falloir qu'on arrive à aller plus loin pour qu'on puisse aider les sites à avoir encore plus sur le sujet que citait Jean-François et qui est fondamental, d'amélioration du dialogue social, où on a besoin de données. Et effectivement, quand on commence à avoir des données qui sont fiables et qui sont exploitables, ça peut être un très beau point de consensus dans l'établissement entre les partenaires sociaux et les équipes RH et la direction. Et pour ça, il faut qu'on puisse produire plus de rapports plus rapidement et aller de plus en plus loin, parce que ce changement de culture, parce qu'effectivement, je vous disais, il y a 2 ans, on en était au tableau Excel, tout le monde y prend goût et ça profite à tous. Donc, on va continuer à avancer, sachant que l'outil nous permet aussi de mieux mettre sous contrôle tous les arrêts longs, déjà pour être sûr qu'on a fait quelque chose, ou si on n'a pas fait quelque chose, de comprendre pourquoi, et d'améliorer ainsi la santé, la sécurité de nos salariés, parce qu'effectivement, plus ça va, et plus on croit chez Elsan que le fait qu'on puisse prouver de façon factuelle que les gens qui nous rejoignent, on leur donne des outils, comme le disait Jean-François, que si on est jeune embauché, on va prendre le temps
pour dire attention, vous avez plus de chances d'avoir un accident. Et puis pour ceux qui sont là chez nous depuis un bon moment, on est quand même sur des métiers où, si on n'y prend pas garde, on se retrouve, quand on a de l'ancienneté, avec des vrais soucis de santé. On pense que c'est ça qui fera qu'on arrivera à attirer de plus en plus de talents et puis à conserver ce qu'on a chez nous. Alors justement, vous avez dit que vous voulez aller plus loin, certainement dans une idée d'ancrer cette culture de la sécurité, mais aussi cette culture du numérique. Quelles sont les prochaines fonctionnalités que vous aimeriez avoir et comment vous voyez la suite de cette collaboration ? Fais-toi plaisir, Jean-François. Alors, on a des enjeux très, très concrets qui permettent aussi de se faire parler les outils entre eux. Aujourd'hui, on a dans Axiline des données qui remontent, qu'on peut encore fiabiliser en travaillant avec, en les interfaçant avec nos outils de gestion des temps, en permettant du coup d'avoir une donnée encore plus fiable, encore plus rapidement accessible. Et donc, ça va être des enjeux effectivement dans les prochains mois. Et puis on a aussi à continuer d'alimenter des tableaux de bord plus précis qui sont à une maille beaucoup plus fine qui permet d'aller au plus près des services, au plus près des situations réelles des salariés et d'avoir des plans d'action encore plus fins. Aline, vous voudriez rajouter un mot sur comment vous voyez la suite de l'outil que vous avez développé ? Du coup, continuer à vous accompagner dans votre évolution. Et effectivement, il y a d'autres modules dans cet outil qui permettent alors toute cette phase de déclaration, de gestion. Il y a la mise en lien aussi avec tout ce qui est document unique et puis la partie absentéisme dans le suivi qui peut se développer et qui permet effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, c'est important d'avoir des salariés qui sont bien au travail, qui s'y sentent bien et de pouvoir en tout cas diminuer le risque. L'expérience patient, l'expérience soignant, l'expérience salarié aussi, on a fait le tour de la question. Vous voulez rajouter un dernier mot, Olivier ? Juste un dernier mot, c'est que un outil, aussi puissant soit-il, ça reste un outil, ça a été dit aussi. Et moi, je voulais remercier les sites qui au quotidien, enfin mes collègues du siège aussi, mais particulièrement les sites, parce que ce sont des sujets qui vivent tous les jours, qui dans certains cas sont complexes à gérer et qui prennent vraiment à bras-le-corps. Et effectivement, pour avoir des retours réguliers de directeurs d'établissement, de DRH qui sont embêtés sur tel ou tel sujet, on voit que c'est quelque chose qui est en train de monter de plus en plus dans les préoccupations quotidiennes des sites. C'est comment faire en sorte que les salariés soient mieux chez nous. Et personnellement, je trouve ça vraiment porteur d'espoir. Voilà. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à cette table ronde. On a 2 minutes si vous avez des questions dans la salle ou s'il y en a à distance. Daniel. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ça me faisait penser, ce que vous dites, aussi aux fiches d'événements indésirables. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça ? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des données là-dedans, en fait, qui peuvent aussi alimenter des zones de risque que vous pourriez exploiter. Alors, il y a plusieurs éléments. Oui, déjà, bonne pioche. Ça a un lien avec les fiches d'événements indésirables, sachant que là, on n'a parlé que du volet sécurité, mais on a aussi un volet qualité de vie au travail. On a un programme qu'on déploie et où, à un moment, on travaille déjà pour mieux qualifier les fiches d'événements indésirables. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a un ratio de fiches événements de FEI qui ne sont pas vraiment des FEI, voilà, qu'on peut qualifier de l'ordre de 20 à 25%. Et puis il y a le fait derrière, surtout, là aussi de façon très très concrète, quand on prend un sujet, derrière de garantir qu'on fait quelque chose de façon réelle. Parce que ça rejoint ce qu'on dit, c'est que si le salarié, on lui dit il faut que tu remontes des choses, et que derrière, il ne voit rien qui bouge, ça n'aide pas nécessairement. Donc effectivement, on est un peu dans la même logique, c'est de voir comment on peut faire pour qu'on puisse se rapprocher du terrain, comme l'a dit Jean-François, et quand il se passe quelque chose, d'apporter une solution, si possible de l'apporter dans tout l'établissement, quand ça peut se reproduire plusieurs fois, et effectivement, peu à peu, de tuer des sujets indésirables. Donc oui, on est tout à fait en phase. Merci beaucoup à tous les trois. On peut les applaudir. Nous arrivons bientôt à la fin de cette soirée dédiée à la data et à l'intelligence artificielle.
Mais avant ça, pour le mot de clôture, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Moisy-Guarin, qui est directrice de l'innovation chez Elsan et qui a organisé d'une main de maître avec son équipe cette soirée. Dorothée, on a découvert ce soir plusieurs aspects de la stratégie innovation d'Elsan. On a vu l'ancrage dans les partenariats. On a également vu cette volonté d'avoir des cas d'usage à forte valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots les piliers de votre stratégie ? Eh bien, effectivement, ça a été rappelé tout au long de ces tables rondes et même en introduction par Thierry. On a vraiment 2 piliers importants dans cette stratégie d'innovation. La première, c'est de travailler l'impact. Donc, on va vraiment chercher des cas d'usage qui vont avoir de l'impact. On n'est pas là pour faire de l'innovation marketing. On est là vraiment pour être au service de nos parties prenantes, qu'elles soient patients, comme on l'a vu, qu'elles soient professionnels de santé, médecins, infirmiers, RH. Et que ça soit également nos salariés, nos chercheurs, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment innovation impactante avec des cas d'usage concrets qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur le terrain, avec cette relation au terrain qu'on l'a vu tout au long des témoignages qui est vraiment très forte. Et le deuxième point, c'est innovation partenariale. Donc on a eu la chance d'avoir au micro, mais aussi dans la salle, beaucoup de nos partenaires. C'est vraiment important de s'appuyer pour nous sur des partenaires qui vont faire référence en la matière en termes de technologie et d'usage. Et donc on s'appuie vraiment sur ces 2 piliers-là. Concrètement, les chiffres, ils ont été rappelés par Thierry. C'est 2 à 3 sociétés innovantes qu'on voit chaque semaine, des startups, mais pas que. Bien sûr, on innove, on l'a vu avec Heming, avec aussi des grands groupes. C'est 33 pilotes qui ont été réalisés sur le terrain en établissement depuis 2019. Pour vraiment tester en vie réelle. C'est un peu la mode sur les données de santé, mais on le fait déjà sur les autres sujets chez Elsan depuis très longtemps. Et c'est une 13 partenariats qui ont permis de déployer sur l'ensemble de nos établissements ces solutions innovantes, donc depuis 2019. Et qu'est-ce que vous recherchez concrètement dans la relation que vous établissez avec un partenaire ? Alors c'est intéressant parce qu'on l'a vu au fil des retours à la fois des personnels sièges et des personnels établissements. Donc évidemment, naturellement, quand on choisit un partenaire, alors, ce qu'on va venir chercher, c'est la technologie, surtout quand on est sur des sujets comme ça de pointe d'intelligence artificielle et de data. Mais on ne va pas chercher que ça. On va chercher la vision produit du partenaire, c'est-à-dire comment il transforme cette technologie en produits qui vont rendre service sur le terrain aux patients. On l'a vu par exemple le cas de Bettereye, c'est pas que son intelligence artificielle, c'est comment est-ce que derrière il met à disposition des tableaux de bord intelligents pour que derrière nos soignants ils puissent l'utiliser clé en main auprès des équipes. Donc ça c'est assez important pour nous. Et ce qu'on va chercher aussi chez le partenaire, c'est un tiers de confiance. Quand on parle de sujets de data et d'IA, on doit chercher chez le partenaire quelqu'un aussi qui va avoir la même vision que nous sur les sujets d'éthique, qui va bien sûr être aussi garant de tous les sujets RGPD, sécurité, etc. Et c'est ce qu'on apprécie tout particulièrement quand on travaille avec Incepto. Il travaille avec, il l'a dit, des solutions qui sont aux États-Unis, un peu partout dans le monde, mais lui, il va garantir ces éléments-là. Donc c'est très important pour nous, ces 3 points-là. Et il y a un élément aussi qui semblait indispensable dans chacune des tables rondes, c'est que l'utilisation de ces outils, c'est aussi un changement culturel à opérer. Comment vous vous y prenez dans les établissements Elsan ? Alors, je dirais qu'il y a 2 volets. Tout d'abord, et j'espère que ça s'est vu, parce qu'à chaque fois, on avait vraiment ces 3 parties prenantes. Ce qui est important pour opérer ces changements culturels, c'est vraiment le triptyque, le partenaire, la personne qui va impulser la dynamique au niveau du groupe, donc qui est le référent métier siège, et l'établissement. En fait, c'est vraiment un triptyque très important. Chacun va apporter sa brique. Donc le partenaire, on l'a dit, c'est la partie produit, technologie. La personne du siège, elle va impulser la dynamique, elle va avoir cette vision sur l'ensemble de nos établissements, de qu'est-ce qui est important comme thématique vraiment. Et le siège, lui, il va venir aussi apporter la réalité du terrain et faire en sorte que l'outil, après, derrière, il puisse être vraiment utilisé au quotidien. Et donc tous ces 3 éléments, ça crée de l'industrialisation après, derrière, dans les cas d'usage. Et comme tu disais, on parle vraiment aussi de changement de culture et d'impulser de la culture de l'expérience patient, la culture de la sécurité au travail, la culture data. Et donc l'outil est une de ces briques, mais derrière, après, ce qui est important, c'est la mise en œuvre sur le terrain et comment chacun des référents va venir embarquer toute la communauté
On parlait de comment faire pour que les managers, Oriane elle discute avec ses managers en équipe pour faire en sorte qu'ils s'approprient le sujet. Il y a les sujets RH, sécurité au travail, où on va travailler avec également tous les partenaires sociaux. On en a discuté en préparant les tables rondes. Donc on voit que l'outil, il vient en appui, mais c'est vraiment une dynamique après au sein des établissements, sous l'impulsion du siège, mais qui s'opère pour embarquer tout le monde et créer ce changement culturel. Ça prend du temps, mais vraiment après, derrière, on l'a vu, ça fournit des résultats. Donc si j'ai bien compris, le triptyque que l'on voit depuis le début de la soirée, c'est quelque part uniquement la partie émergée de l'iceberg, puisque derrière, on a plein d'équipes, des soignants, plein d'acteurs différents qui sont impliqués dans cette conduite du changement. Oui, on essaie vraiment de faire en sorte que sur chacune des thématiques, lors des expérimentations qu'on mène, toutes les parties prenantes soient impliquées pour que derrière, on ait le déploiement le plus facile possible et ce changement culturel qui puisse s'opérer. Alors, puisque le mot de la fin vous revient, je vais vous faire poser une question qui n'est jamais évidente. Si vous deviez résumer en une phrase ce que l'on s'est dit ce soir, qu'est-ce que vous retenez ? Alors, c'est pas évident parce que du coup, il y a beaucoup de parties prenantes différentes. Alors, peut-être je me permettrai deux phrases. La première, c'est pour tous ceux qui innovent et qui nous regardent, évidemment, venez nous voir. Vous l'aurez compris, nous, on a un terrain d'expérimentation avec une vision en plus qui est très tournée sur l'usage et sur l'industrialisation. On ne travaille pas pour une clinique, on travaille sur nos 137 cliniques. Donc quand on travaille un pilote derrière, c'est pour déployer sur l'ensemble de notre territoire. Et on a cette forte phrase d'ouverture du marché. On parlait d'accès au marché, nous, on est une voix. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui sont en établissement, alors on travaille déjà au quotidien avec eux, mais il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter, nous remonter des besoins, nous remonter aussi des idées et des choses qui sont vues sur le terrain et qui fonctionnent, parce que derrière nous, on a cette capacité à les rendre duplicables sur l'ensemble des établissements. Je pense que le message est très clair à tous les partenaires qui nous suivent et qui sont dans la salle. Dorothée, merci beaucoup. Elle mérite tous vos applaudissements, elle ainsi que son équipe, très important. Nous arrivons à la fin de cette soirée. Un grand merci à vous tous qui étaient là dans la salle, à ceux qui nous ont suivis à distance. Un grand merci aux intervenants aussi de cette soirée et aux équipes d'Elsan qui ont organisé cet événement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et surtout à vous donner rendez-vous dans un an pour la 6e édition du Live d'InnoLab. Merci beaucoup.